Merci beaucoup, Edwidge. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Si jamais vous ne comprenez pas, c'est l'accent. Ne vous gênez pas pour me poser des questions. Edwidge m'a demandé de venir vous présenter le matériel que Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp ont mis sur pied à la fin des années 60. Le matériel philosophique pour les enfants, le matériel littéraire, à la fois les histoires et les guides qui accompagnent ces histoires-là. Venir vous présenter un peu la nature, le contenu de ce matériel-là, à quoi ça ressemble, les particularités en fait. Et ça m'a fait très plaisir de répondre oui, je viens, c'est sûr que je viens. Une des raisons qui fait que ça m'a fait très plaisir, c'est que j'ai travaillé avec ces deux personnes, Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp, pendant presque 20 ans. Et donc, j'ai eu l'occasion de les côtoyer beaucoup et de discuter longuement des raisons qui ont fait qu'ils ont imaginé ce matériel, comment ils l'ont imaginé. Et quand je le compare au matériel qu'il y a actuellement dans les librairies, je me dis que ce matériel-là n'a pas vieilli. Pas du tout. Il n'a pas plus vieilli, ce matériel, que les dialogues de Platon, par exemple. On lit encore aujourd'hui les dialogues de Platon. Je pense qu'on lira encore dans 100 ans les romans de Lipman, parce qu'ils ne vieillissent pas, tout simplement. Alors, le tout, je vais tenter d'approcher, je ne sais pas si je vais pouvoir. Oui, attention. S'accrocher. On va le faire passer. On va y aller, OK. Alors, le tout a débuté en 1968, ça fait 50 ans quand même. Enfin, ça va faire 50 ans l'année prochaine. C'est pas d'hier. Il y a quelques personnes qui ont moins que cela dans la salle en ce moment. 50 ans, 1968, mai 1968. C'est traduit dans 45 langues, les romans de Lipman. C'est quand même pas uniquement pour les gens qui vivent aux États-Unis ou au Canada. C'est aussi présent dans 67 pays. Cette démarche est présente dans 67 pays. Alors, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à la chose. J'écrivais la préface d'un livre que Michel m'avait demandé il y a quelque temps, Michel Toddy, en disant « Enfin, la France ». Je l'avais titré ainsi, mais c'est présent dans plusieurs pays depuis un bon nombre d'années, et ça a commencé aux États-Unis. Il y a eu la création de ce qu'on appelle le LICPIC, qui est le Conseil international de recherche philosophique avec les enfants en 1985, qui réunit maintenant toutes les associations de philo pour enfants ou philosophie avec les enfants. Et il y aura un prochain congrès à Madrid cette année, le Xème, je ne sais pas combien, là, enfin, je ne sais pas, on est rendu à combien, mais il y en a eu depuis 1985 à tous les 2 ans. Et en 1998, l'UNESCO a reconnu officiellement la démarche de philo pour enfants comme étant une démarche qui pouvait vraiment contribuer à une éducation à la paix. Et la création de la chaire, évidemment, cette année, sous la direction d'Edwidge, qui a confirmé tout cela. Confirmer quoi? L'idée que c'est une bonne idée de faire de la philo avec les enfants. Alors, pourquoi faire la philo avec les enfants? Pour Lipman, c'était relativement simple. C'était l'occasion d'apprendre à penser et d'apprendre à penser mieux dans toutes les disciplines enseignées à l'école. C'était ça le but pour lui. Ça a toujours été ça, en fait. Il n'a jamais été question pour lui de dire « je fais de la philo avec les enfants pour qu'ils deviennent des philosophes ». C'était pas du tout son but. Le but, c'était de faire d'eux des enfants capables de mieux penser dans toutes les disciplines à l'école. Pourquoi? Parce que la philosophie a des liens étroits avec l'acte de penser, et l'acte de penser de manière organisée. Les liens étroits, par exemple, parce que quand on regarde la philo dans son histoire, on la voit, les philosophes qui l'ont constituée, cette histoire-là, on les voit préoccupés d'idées fondamentales, de problèmes fondamentaux qui tissent l'expérience humaine, que ce soit la question de la justice, de la beauté, de la bonté, tout ça. Et si on veut se mettre à réfléchir, d'avoir un problème en face de nous, ça peut être un très bon point de départ. Mais il y a aussi le fait que la philo a toujours été préoccupée de l'excellence de la pensée. À tel point que d'emblée, dès le début,
enfin presque, les présocratiques, ce n'est pas le cas, mais avec la venue notamment d'Aristote, elle s'est donnée comme outil une sous-discipline qu'on appelle la logique, qui a comme mandat de mettre en évidence des critères qui font qu'on peut bien ou moins bien raisonner. Et ça, d'emblée, c'était présent en philo. Et ça peut être un outil extrêmement précieux si on veut apprendre à mieux penser. Et aussi parce que c'est une discipline qui fait appel au dialogue. Les dialogues de Platon en sont un bon exemple, mais il n'y a pas que Platon qui met en évidence l'enquête philosophique sous la forme de dialogue. Et le dialogue, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que, en fait, si on travaille avec le présupposé que penser, c'est dialoguer avec soi-même, eh bien, rien de mieux que de dialoguer avec les autres si on veut apprendre à dialoguer avec soi-même. Et la philosophie, en tant que telle, c'est, au fond, si on regarde l'histoire de la philosophie, c'est un long dialogue entre différents personnages, entre différentes personnes, tentant de donner une solution partielle, provisoire, à des problèmes humains fondamentaux, que sont ceux de la justice, de la beauté, de la liberté, et ainsi de suite. Alors, pour Lippmann, faire la philo avec les enfants supposait, en mai 68, qu'il redessine non seulement sa présentation, et c'est l'objet, là, hein, mais je ne l'ai pas encore abordé, l'objet, c'est-à-dire le matériel, mais il fallait aussi redessiner sa pédagogie, son enseignement. Et pour lui, et elle, Anne-Margaret Sharp, il était clair que l'enseignement de la philosophie devait passer non pas par la formule traditionnelle de l'enseignement de l'histoire de la philosophie, mais devait passer par la formule de la pratique de la philosophie. Et la pratique de la philosophie, pour eux, puisque le dialogue est central, devait passer par la création au sein de la classe d'une communauté de recherche philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté de recherche philosophique? Ben, c'est un groupe de gens qui sont intéressés par un problème qui leur est commun, qui motive leur intérêt à eux, personnellement. Et du coup, ben, dans cette rencontre, il y aura, et là il faut que je le lise ici parce que c'est trop petit pour moi ici, il y aura écoute, respect, entraide, co-construction, co-interrogation aussi entre les différents participants. Pas dès la première rencontre. Si vous attendez en entrant dans une classe d'enfants qui font de la philo, vous avez tout ça en main, ben, vous allez être déçus, c'est clair. Mais si vous tenez le temps, peu à peu, une fois par semaine, pendant des semaines, des mois, un peu comme en mathématiques. Si on s'attend à ce qu'ils font du calcul différentiel et intégral en première année, il y a peu de chances que ça arrive. Mais si vous vous donnez le temps peu à peu que ça se fasse, ben ça va se faire. Alors donc, il y a solidarité, co-interrogation, co-construction dans une communauté de recherche philosophique. Mais il y a aussi différents points de vue et styles de pensée qui vont apparaître. Les enfants ne pensent pas tous pareil, comme les humains ne pensent pas tous pareil. Et du coup, si on les laisse penser, si on n'est pas là pour du top-down, pour reprendre, non pas l'expression d'Ablino, mais du haut vers le bas, ben on se retrouve avec différents styles de pensée, différentes manières de voir le monde aussi. On se retrouve avec des confrontations, tout le monde n'est pas d'accord dans une démarche comme celle-là quand on fait de la philo avec les enfants. Il y a à ce point que, comme on le verra tout à l'heure, il y a des exercices, des plans de discussion axés sur l'idée de êtes-vous d'accord, pas d'accord, vous ne savez pas avec telle ou telle expression, par exemple, ou telle phrase qui est présentée. Et donc, il y a des enfants qui vont dire oui, je suis d'accord parce que. Puis là, s'il n'y a pas le parce que, il va y avoir un animateur qui va venir dire pourquoi, sur quoi tu te bases pour dire que tu es d'accord. Mais il y en a d'autres qui vont dire non, je ne suis pas d'accord. Et parfois, il y en a même qui vont dire je ne sais pas. Il y a une confrontation donc de point de vue. C'est pas tout le monde qui est en train de dire oh, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, je suis d'accord avec toi, oh, et puis oh, ce qu'on est fin. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Mais en même temps, il n'y a pas cette confrontation qui est de l'ordre du ce que moi j'appelle le débat. Et le débat, je sais qu'en France, le mot débat est un mot relativement neutre, mais au Québec, il est loin d'être neutre. Le mot débat au Québec, il veut dire combat des chefs, débat des chefs. Il faut qu'il y en ait un qui gagne et l'autre qui perd. Puis, à la limite, je vais te faire croire ce que je ne crois pas moi-même. Je vais te montrer que tu as tort sur la base du fait que moi, je suis en train de te dire ce que je ne pense même pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle un débat au Québec. Et ça n'a pas du tout cette formule ici. Si bien que ce qu'il y a d'abord et avant tout, c'est de la sollicitude aussi. Il y a un souci de l'autre dans une communauté de recherche. Il y a une attention, une pensée attentive qui est présente, dont je reparlerai un peu plus tard.
Il y a rigueur, donc, du coup, mais aussi imagination. On ne peut pas imaginer une communauté de recherche philosophique avec les enfants, ou on ne peut pas imaginer un monde où les enfants pratiquent la philosophie sans qu'il y ait la présence de cette pensée dite créative. Quand j'entends Nathalie qui reprend probablement des descriptions touchant la philo pour les enfants, en la réduisant à la pensée critique, j'ai toujours le frisson. Parce que c'est pas la première fois que je le lis ou que je le vois. C'est loin d'être ça. C'est loin d'être uniquement de la pensée critique qui est en jeu en philo pour enfants. C'est à la fois la pensée critique, mais aussi la pensée créative, mais aussi la pensée attentive. Et Lippmann était très clair là-dessus, dès le début. Et là, je ne parle pas, de moi, là, je parle de Lippmann. Puis je pourrais aussi parler de moi, parce que je suis dans les traces de Lippmann. La pensée critique n'est qu'un aspect de toute cette démarche. Et pourquoi c'est qu'un aspect? C'est parce que le but de tout ça, c'est pas de former, je le répète, des enfants philosophes ou des enfants qui sont des êtres, des penseurs critiques. C'est de former des gens qui sont capables d'avoir un jugement raisonnable. Ou une pensée raisonnable. Une pensée raisonnable, c'est quoi? Ben, c'est la rationalité tempérée par le jugement. Et la rationalité tempérée par le jugement, ça ne se réduit pas uniquement à la pensée critique, loin de là. Ça va au-delà de cela, ça va jusqu'à la pensée créative et à la pensée attentive. Ah, je pense que je vais en avoir pour 3 heures et pour 50 minutes. Je suis là, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Edwidge. J'arrête de faire des parenthèses, OK? Alors, mais Nathalie, tu nous as tellement inspirés en partant que... et donc, ça donne l'occasion de pratiquer les habiletés de pensée quand on est dans une communauté de recherche, le raisonnement, la recherche, la conceptualisation, l'organisation de l'information, la traduction. Il y a toute une série d'habiletés de pensée qui se jouent, et mais aussi de disposition. Disposé à être de plus en plus critique. On sent que les émotions, il y a comme une redistribution des émotions de telle manière qu'il y a un désir de plus en plus grand d'avoir des raisons pour ce qu'on pense. Il y a un désir de plus en plus grand d'avoir des principes pour ce qu'on pense, pour ce qu'on fait, pour l'action qu'on va poser. En raison du fait qu'on est dans un monde où est-ce qu'on est challengé, on est mis au défi par les autres qui sont présents, ou par l'adulte qui conduit la démarche, qui anime la communauté de recherche. Et donc, au terme de ça, ce qui est en jeu, c'est la formation du jugement, qui passe par la formation d'une pensée multidimensionnelle, qui fait l'appel, je le répète, à la fois, je le répète parce que je l'évoquais à l'instant, à la fois à la pensée critique, à la fois à la pensée créative, mais aussi à la pensée attentive. Il y a ces 3 aspects qui sont toujours présents. Pour Lippmann, c'était fondamental. Et je l'ai tellement lu souvent chez des gens qui décrivaient Lippmann en disant Lippmann, l'approche de Lippmann, c'est la formation de la pensée critique. Oui, mais plus encore. C'est aussi la formation de la pensée créative, mais c'est aussi la formation de la pensée attentive. Alors, pour arriver à faire cela, pour arriver à mettre en route la délibération qui se joue dans une communauté de recherche, il y a des moments qui précèdent cela. Le premier moment, c'est la lecture d'une histoire écrite pour les enfants. Des histoires, en fait. Il y en a eu plusieurs, il y en a 7 ou 8 à peu près. Pour Lippmann, d'emblée, c'était nécessaire de redessiner la présentation de philosophie. Il n'était pas question de présenter Wittgenstein directement, ou Kant, ou même Nietzsche directement aux enfants. En se disant non, allons, présentons-les, non pas dans le sens de présenter les philosophes, mais organisons-nous pour que la pensée de ces philosophes soit présente dans des histoires qui leur conviennent, écrites pour eux, où on voit des personnages qui pourraient très bien leur ressembler. Alors, lecture d'une histoire, donc, lecture à voix haute, en passant, qui leur donne l'occasion de partager un texte. Il y a déjà une expérience commune qui se vit là. C'est pas simplement qu'est-ce qui s'est passé chez toi durant le week-end, qu'est-ce qui est arrivé chez toi durant le week-end, mais autour d'un texte qui leur est commun. Donc, une expérience commune, partage d'un texte. Partage des voix aussi, puisque c'est une lecture à haute voix. Et là, le partage des voix, c'est pas anodin. C'est l'occasion aussi de vivre une expérience éthique, d'attendre que l'autre ait terminé avant de commencer toi-même à parler. Et partage du texte qui nous permet de voir aussi qu'il y a comme une distribution du travail qui va se faire, qui se fait là, mais qui va se faire de plus en plus dans le cadre de la communauté de recherche. Et puis, ensuite vient la cueillette des questions. Ce sont les questions des enfants et non pas des questions qu'on impose aux enfants. On n'arrive pas dans une démarche comme celle de Lippmann avec l'idée que, bon, aujourd'hui, nous allons parler du bonheur, point, non.
Pas plus qu'on va arriver avec l'idée qu'aujourd'hui, on va parler de je sais pas quoi. On va parler de ce que vous avez comme question suite à la lecture du texte qui lui-même déjà est chargé, évidemment, d'un certain nombre de questions. Mais ça se pourrait très bien que les enfants sortent de là et aillent ailleurs aussi. Mais ce sont leurs questions. Leurs questions qui devient... qui est le signe de leur motivation, de leur intérêt. Et de leur intérêt, donc, des émotions qui sont en jeu dans une démarche comme celle-là. C'est eux qui créent l'ordre du jour, bien sûr, de toute la démarche qui va s'en suivre par la suite. Alors, des histoires. Ça y est, maintenant on en parle. Pourquoi? Pourquoi des histoires? Pourquoi avoir pris le temps d'écrire des histoires? Ben, d'abord, les enfants aiment les histoires. C'est assez clair. Je ne sais pas s'il y en a qui sont parents ici, ou qui ont été parents, ou qui vont le devenir. Appelez-nous récemment, ça y est, c'est fait et ça va venir. Ah oui, ok. Ça, c'est quoi? C'est un signe de baseball? Ou... oui, c'est ça. Et les enfants aiment les histoires, et surtout qu'ils vont dire, ah, pourrais-tu, papa, est-ce que tu pourrais me raconter l'histoire que tu m'as racontée hier, et encore celle d'hier, puis la même, hein, avant-hier aussi, puis encore celle-là, je veux, hein, ils aiment ça, puis il n'y a pas que les enfants qui aiment les histoires, nous aussi on aime les histoires, on va au cinéma tout à l'heure, régulièrement, on lit des romans, on aime ça, les histoires. Il faut lire... comment ça s'appelle, Nancy Houston dans L'espèce fabulatrice pour comprendre jusqu'à quel point les histoires, c'est important. Alors, histoires donc qui vont motiver les enfants à s'engager dans une recherche, au fond, dans mesure, évidemment, où ça fait référence à leur expérience. Si c'est une histoire qui est très éloignée de leur expérience, il y a des chances qu'ils soient peu motivés à le faire, mais si c'est en lien avec leur expérience quotidienne et tout, ben, il y a des chances, si les thèmes qui sont dans l'histoire sont en lien avec leur expérience, il y a des chances qu'ils soient intéressés à les fouiller. Et que ces thèmes soient aussi familiers. Et les enfants ont besoin d'exemples de ce qu'est une communauté de recherche philosophique. On sait jusqu'à quel point l'exemplification est importante, la modélisation en éducation est importante. Il faut lire les pédagogues pour voir jusqu'à quel point c'est précieux, pour pouvoir se dépasser, d'avoir des exemples auxquels on peut réfléchir, qui nous aident à aller un peu plus loin. On a besoin d'exemples de communautés de recherche philosophique, et l'animateur ne peut pas être un exemple d'une communauté de recherche philosophique. Tout au plus, il peut modéliser, exemplifier un questionnement, des outils de recherche, mais il ne peut pas modéliser à lui-même un groupe de recherche. Alors, l'outil, par excellence, qui vient modéliser et exemplifier ce que peut être une communauté de recherche philosophique, ce dont on parlait juste avant, la démarche pédagogique qui est en jeu chez Lippmann, ben, le roman sert notamment à cela. Alors, pour les particularités, il y a deux dimensions, évidemment, aux histoires. La première, c'est la dimension littéraire, qu'on ne peut pas mettre de côté, évidemment, dans la mesure où il s'agit d'une histoire. Donc, il y a des personnages, il y a une attention qui est accordée à la vie en tant que telle, il y a la vie quotidienne, il y a des émotions qui se jouent. On voit les personnages, il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont joyeux. Il n'y a pas uniquement des êtres désincarnés qui pensent de manière critique, point à la ligne. Non, non, loin de là. C'est la vie dans toute sa force qui se joue dans des histoires. On voit des personnages qui partagent des valeurs, qui dialoguent entre eux. Il y a une dimension sociale, évidemment, qui se joue sur le plan littéraire. Il y a différentes perspectives et visions du monde qui sont présentées. Du coup, il n'y a pas qu'une seule vision qui est présentée, celle de l'auteur, puisque nous sommes dans une histoire, mais avec plusieurs personnages. Il y a une expérience éthique et esthétique, du coup, qui est vécue par le lecteur lui-même, que sont les enfants. Et puis, il y a l'autre dimension, la dimension didactique, dont j'évoquais quelques éléments précédemment. Alors, dans les histoires, on présente les outils de la recherche philosophique et on présente aussi les différentes manières de s'engager dans des activités dites philosophiques. Il y a vraiment une dimension didactique dans l'histoire même. C'est pas uniquement une belle histoire, mais c'est une histoire qui a une mission didactique. En fait, ce qu'on voit, dans les histoires, ce sont des rencontres que moi j'appellerais délibératives, plutôt que des rencontres où il s'agit simplement d'avoir des débats. Là. Il y a une rencontre délibérative. Parce que les histoires de Lippmann, ce ne sont pas des histoires... comment je l'ai écrit, c'est ça? Ce ne sont pas des histoires philosophiques écrites pour les enfants.
Il ne s'agit pas de raconter aux enfants ce que Platon a pu penser d'eux. Il ne s'agit pas de raconter aux enfants ce que Sénèque a pu penser d'eux. Il ne s'agit pas de raconter aux enfants ce que Kant pense d'eux, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une histoire philosophique pour les enfants, mais ce sont des histoires écrites pour les enfants, leur donnant l'occasion d'apprendre à faire de la philosophie. Alors, oui, on peut passer par Kant, Sénèque et compagnie, mais il ne s'agit pas de leur raconter ce que Kant et Sénèque et compagnie pensent, mais leur montrer comment, grâce à eux, on peut apprendre à faire de la philo. Et c'est très différent, du coup, d'une histoire où il s'agit de raconter je sais pas quoi, le mythe de la caverne de Platon, par exemple. Alors, ces rencontres, en fait, ces histoires, ce qu'on voit, c'est le passage d'une histoire centrée sur la rencontre, où est-ce qu'on est vraiment intéressé à être ensemble, à une histoire de plus en plus centrée sur un sujet en particulier. C'est des histoires où on voit des enfants qui ont des opinions et qui deviennent de plus en plus préoccupés pour avoir des points de vue. La différence entre une opinion et un point de vue, c'est qu'une opinion, actuellement, on n'en discute pas, alors que le point de vue, on peut en discuter. C'est des histoires où on a des enfants qui sont portés par des connaissances et de plus en plus, on voit les enfants de plus en plus préoccupés par tenter de comprendre ce qui se joue plutôt que de savoir ce qui est. Ce sont des histoires où on voit des enfants qui ont des certitudes et de plus en plus, ces certitudes se transforment en jugements provisoires qui sont sujets à révision. En fait, non, je n'ouvrirai pas là-dessus, hein, c'est une autre parenthèse. Et évidemment, ce sont des histoires où les monologues font de plus en plus de place au dialogue. Voilà une autre particularité des histoires. Ça offre plein d'avantages d'avoir des histoires. D'abord, ça enlève, comme c'est indiqué ici, on n'a pas à lutter avec la prétention de la vérité d'un auteur. Hein? Si on a juste un auteur, là, il faut comme se battre contre Nietzsche. Il a raison, il n'a pas raison, il ne devrait pas avoir raison, il me semble qu'il a raison, il a peut-être raison. Non, c'est pas ça. On est en présence d'histoires avec plusieurs points de vue. Alors, on n'a plus à se battre contre la vérité d'un auteur, mais on a essayé de voir comment les différents personnages présentent différents points de vue. Est-ce qu'il y en a un qui est plus en accord avec ce que moi je pense? Peut-être que je ne suis pas en accord avec un autre aussi, mais en tout cas, au moins, on n'a plus à se battre contre la vérité d'un seul point de vue. Ça élimine l'avantage cognitif de l'auteur, évidemment. Et ça donne aussi une égalité des opportunités cognitives. Tout le monde est un peu sur le même pied, du coup, dans la classe, avec les enfants ou les personnages des histoires. Ça donne des histoires où on voit de plus en plus des personnages qui vont aller vers l'examen de critères, de normes, qui vont leur donner l'occasion de revenir sur leur propre pensée. Il y a une préoccupation, tout au long des histoires de Lippmann, il y a une préoccupation vraiment sur la nécessité de revenir sur la pensée. Si on veut former la pensée, il faut être préoccupé par la pensée. Et il y a vraiment un retour là-dessus régulièrement dans les histoires de Lippmann. Donc, au lieu d'avoir une recherche sur un sujet particulier, l'amour, la bonté, hein, tout à coup, la recherche devient le sujet lui-même d'enquête. C'est différent d'avoir une recherche sur l'amour en tant que tel. Là, tout à coup, la recherche porte sur la recherche. Qu'est-ce que c'est une recherche? Qu'est-ce que c'est une bonne recherche? Comment on peut savoir qu'on est en train on est bien engagé dans une communauté de recherche? Le raisonnement est évidemment utilisé dans les romans. On voit les enfants raisonner de toutes sortes de manières, mais tout à coup, le raisonnement devient lui-même un objet d'investigation dans les histoires et on présente des critères pour voir qu'est-ce qui fait qu'on a un bon ou un mauvais raisonnement. Les outils de la pensée sont présentés, sont utilisés, mais tout à coup, ils deviennent eux-mêmes objets d'étude, d'enquête, pour voir quelle est la qualité de ces outils que nous avons. Une autre particularité, c'est que c'est une pensée qui est collective, qui est en action dans les romans, dans les histoires de Lippmann. Au lieu d'être centralisée, une seule pensée qui est en jeu, on la voit de plus en plus qu'elle devient décentralisée, distribuée entre les différents personnages. Certains sont bons à faire des analogies, d'autres sont toujours en train de vouloir définir, d'autres sont toujours en train de faire telle chose. On voit que la pensée est distribuée entre les différents personnages, les styles de pensée. Au lieu d'être unidimensionnelle, elle est multidimensionnelle et elle nous ramène, du coup, à nouveau à cette idée de la pensée critique, la pensée créative et la pensée attentive. Cette multidimensionnalité de la pensée qui est tellement importante pour Lippmann, qui lui faisait dire, en fait, que si on veut une pensée de qualité supérieure, il faut avoir un dialogue entre ces trois formes de pensée. Qu'elle soit uniquement critique, ça ne suffit pas. Qu'elle soit uniquement créative, ça ne suffit pas. Qu'elle soit uniquement attentive, ça ne suffit pas non plus.
Encore faut-il les trois en interrelation pour avoir éventuellement un jugement dit raisonnable, qui convienne à la situation, qui fasse qu'on est un peu plus heureux avec ce raisonnement qu'autrement, avec soi et avec les autres. Une autre particularité, c'est qu'on a des personnages qui sont relativement bien définis dans les histoires. Le Harry, Pixie, Lisa, Suki, tous les personnages qu'on voit apparaître dans les histoires sont relativement bien définis, et donc on peut s'identifier à eux. On peut passer par les personnages des histoires pour parler de soi sans être en train de parler de soi. Et ça, je dirais, ça relaxe. Ça nous permet de non pas être au devant, mais en parlant de Pixie, on est en train de parler de soi, mais on n'est pas en train de parler de soi, au fond. Et Pixie est comme ça. Puis on la trouve bizarre un peu, mais on est en train de parler de soi à ce moment-là, sans dire, ben Michel, je le trouve bizarre pas mal, un peu. Puis non, on n'est pas obligé de faire ça. Et donc, ça nous permet d'entrevoir une diversité au niveau de style de pensée. La pluralité, je dirais, s'il y avait un terme qui pouvait être évoqué pour parler des romans de Lippmann, c'est la pluralité. Pluralité des points de vue, pluralité des formes, des styles de pensée, pluralité des recherches, des pratiques philosophiques aussi qui sont en jeu. Les personnages, par ailleurs, sont suffisamment abstraits aussi. Ils sont à la fois très définis, mais suffisamment abstraits pour qu'ils puissent être présents, ou qu'on puisse être dans une culture ou une autre et s'y reconnaître. Je rappelle là, les 45, je ne sais pas combien, les quelques langues et les nombres de pays où c'est présent. C'est pas pour rien, c'est parce que les personnages, même s'il y a eu des adaptations, c'est que les personnages sont suffisamment abstraits pour que les gens, que vous soyez en Inde ou au Mexique ou en Allemagne ou en France, on puisse se reconnaître dans les différents personnages. Et d'ailleurs, en passant, j'ai rajouté ça ce matin, j'ai mis 6A, il n'y a pas... Il n'y a pas d'illustration dans les romans. Aucune illustration. Il n'y a pas une image. Zéro. En fait, il y en a une. C'est faux. Je vais dire la vérité, toute la vérité, tout, j'ai rien que la vérité, je vous le jure. Il y a une image. Et c'est une image qui ne dit rien, au fond. C'est une tâche de naissance sur une baleine. Et c'est l'occasion pour les enfants de peut-être retrouver la baleine. Et on voit la tâche de naissance, c'est tout. Pourquoi? Ben, c'est intentionnel. Lippmann ne voulait pas qu'il y ait d'images dans ses romans. Une des raisons, c'est qu'il souhaitait que les enfants puissent eux-mêmes dessiner les différents personnages. Il s'agit de parler d'un personnage, et puis tout à coup, ou de lire un personnage, puis de demander aux enfants de le dessiner. Et on voit 25 personnages différents. On voit bien que c'est pas du tout le même. Donc les enfants sont invités à dessiner les personnages qui sont dans les histoires. Pixie, je l'ai vu de tellement de... Pixie, c'est un des personnages. Elle a tellement de têtes différentes, cet enfant, c'est incroyable. Quand on demande aux enfants de la dessiner, c'est pas du tout la Pixie que le dessinateur aurait dessinée dans... Donc, il y a donc un souci vraiment présent chez Lippmann, c'était présent, de ne pas mettre d'images, mais aussi parce que les images parfois induisent, pas toujours, mais parfois induisent. Et il voulait éviter que cette induction qui vient avec les images, c'est ne pensez pas à un éléphant rose en ce moment. À quoi vous pensez à un éléphant rose en ce moment? Et alors, si vous avez une image qui vous présente un personnage qui est bien campé, ben, il y a des chances que vous le voyez comme ça, ce personnage-là. Alors que s'il n'y a pas cette image-là, ben, vous ne le voyez pas comme ça. Ce souci d'amener les enfants à penser par et pour eux-mêmes va jusqu'à l'idée de ne pas leur présenter via l'image, une image de ce qu'ils auraient à penser. Ça va jusque-là. Est-ce que c'est valable? Je ne sais pas, parce que même Lippmann, après ça, a écrit des petites histoires dans d'autres livres, édités par Felcam, où il y a des images. Alors, mais dans ses propres livres à lui, il insistait pour qu'il n'y en ait pas. Une autre particularité, c'est, tout pragmatiste qu'il est, il vient directement de Dewey, de John Dewey, Abdelou en a parlé tout à l'heure. C'est intéressant de voir jusqu'à quel point Dewey est de plus en plus présent en France en passant. Je vois les traductions qui apparaissent, là, je me dis « Yeah! Enfin! La France! » qui est aussi là et décidée à plonger dans le pragmatisme pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Ça a tellement été boudé, je dirais, d'une certaine manière, et surtout c'est en anglais, c'était pas traduit, pas lu, donc tout ça, mais là c'est de plus en plus traduit. Comélie, je pense, Pierre Comélie a fait des traductions. Mais il n'est pas le seul, Deladal aussi. Et
Alors, en pragmatiste qu'il était, Dewey, pour lui, c'était important que la pensée soit une pensée appliquée, qu'elle soit mise en action, qu'elle ne soit pas séparée de l'action, qu'il n'y ait pas d'un côté la théorie d'un côté et l'action de l'autre, mais que les deux soient en intime relation. Alors, on voit dans les romans la pensée qui est appliquée. Parfois, ça marche. On voit des réussites, des fois, ça va très bien. Le premier chapitre de Harry, on le voit, l'enfant, il réussit. Là. Ça marche son histoire et tout. Mais des fois, ça marche pas. Des fois, il y a vraiment des frustrations, il y a des échecs, ça ne fonctionne pas. Il y a un chapitre, entre autres, dans cette histoire de Harry, où il y a un enfant qui refuse de se lever pendant un salut au drapeau, et Michel est mort de rire. Et puis, ils essaient de régler le problème en utilisant des outils de la logique et tout, puis ça marche pas, à tel point que l'enfant quitte l'école. Alors, on voit bien que la pensée, c'est pas une solution, une panacée à tout. Mais il y a un souci toujours chez Lippmann que la pensée soit en lien avec des problèmes à régler. Penser, c'est régler des problèmes. On va le dire comme ça. Une autre particularité des histoires, c'est que ça soulève la perplexité. C'est vraiment en lien avec des choses qui sont ambiguës. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans les romans de Lippmann. C'est jamais très clair. On ne sait jamais trop. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs interprétations possibles. On est loin du manuel qu'il faut qu'il soit clair, là. T'sais. Soyez clairs dans vos présentations, s'il vous plaît. Sinon, les enfants ne comprendront pas. Non, c'est pas ça du tout qui est en jeu ici. Et donc, il y a un souci de soulever le questionnement par cette ambiguïté. Je vous ai pris un petit passage de Pixie, juste pour vous donner une idée. Deuxième page. Alors, ça dit ceci. La raison pour laquelle j'ai inventé une histoire, c'est que chaque enfant dans la classe devait en inventer une. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est l'histoire qui explique comment une histoire a été inventée. D'abord, il y a l'histoire, et ensuite, il y a l'histoire qui raconte comment c'est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, il y a ce qui devait arriver, et ensuite, c'est l'histoire qui est venue. Alors, voici l'histoire de ce qui s'est produit. D'abord, c'est l'histoire qui raconte comment c'est arrivé. Abdinour, après 20 ans d'enseignement en philosophie, a les yeux grands comme ça. Alors, vous imaginez un enfant de 8 ans à qui ça s'adresse. Les enfants sont là en train de dire, c'est quoi une histoire? C'est quoi une histoire? Alors on écrit, et puis là tout à coup c'est parti, et là on s'interroge sur ce que c'est qu'une histoire, et puis est-ce que des histoires ont des histoires, et puis est-ce que ça se pourrait que il y a l'histoire, puis il y a l'histoire de comment l'histoire est arrivée, et puis bon, tout ça. Les textes ne sont pas d'emblée présentés comme étant, il faut qu'il y ait tout compris à la fin, évidemment. En passant, quand on demande aux enfants, une fois qu'ils ont terminé la lecture de l'histoire, avez-vous des questions? On leur pose pas la question quelle est l'idée centrale du texte. C'est pas ça du tout. On leur pose la question est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans ce qu'on vient de lire et que vous aimeriez questionner? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous aimeriez fouiller un peu plus? Là, ben, devant un passage comme celui-là, c'est quoi l'histoire de l'histoire, puis l'histoire de comment ça a commencé, puis ils disaient cela. Les histoires ont une particularité aussi, c'est de présenter la culture philosophique. C'est très... Souvent, on pense à la philo pour enfants en se disant « Ah, la philo pour enfants, c'est... On laisse les enfants discuter, puis ils font la philo par eux-mêmes, puis ça se règle. » Non. La philo pour enfants, lorsqu'elle est supportée par des textes comme ceux-là, elle est habitée de toute la culture philosophique, de toute l'histoire de la philo, mais présentée d'une manière différente de celle qu'on connaît habituellement. Donc, le processus de recherche est en jeu, oui, mais il y a aussi un contenu qui est en jeu. C'est un contenu tiré à même l'histoire de philosophie, à partir des présocratiques jusqu'à aujourd'hui, mais pas présenté dans une histoire comme on la connaît. Alors, je vais essayer de regarder ici. Oui, donc quête de sens, évidemment, les thématiques sont en jeu. Plusieurs traditions qui sont présentées dans les romans de Lippmann, l'idéalisme, le pragmatisme, le scepticisme, enfin, il y a plusieurs traditions philosophiques qui sont en jeu, qui sont présentées. Il y a différents personnages qui habitent telle ou telle tradition philosophique. Si quelqu'un a une culture philosophique qui reconnaît assez facilement. L'idée, c'est d'éviter de transmettre une seule philosophie qui serait soit le pragmatisme, ou le réalisme, ou l'idéalisme, peu importe, mais de mettre en dialogue ces différentes formes de philosophie. Une autre particularité, c'est qu'il y a une récurrence des idées directrices qu'on trouve dans les guides dont je vais parler un peu plus tard.
Il y a plusieurs idées qui sont semées dans les romans, et une récurrence de ces idées-là, si bien que le prof ne se sent pas obligé de dire, ben là, ils n'ont pas parlé de l'amitié aujourd'hui, il faut qu'ils parlent de l'amitié aujourd'hui. C'est pas grave. S'ils ne parlent pas de l'amitié aujourd'hui, ils vont reparler, ils vont en reparler éventuellement, parce que ça va revenir. Les idées, donc, font que le prof n'a pas de pression sur ses épaules en disant qu'il faut absolument qu'il parle de la liberté aujourd'hui. Non, non, c'est pas nécessaire. Et ça permet donc au prof de suivre la recherche là où elle s'en va, plutôt que de se dire ah, il faut absolument qu'il parle de ça. S'il ne parle pas de ça, ça ne marchera pas là. Non, non, ça viendra bien. Si ce n'est pas maintenant, ce sera un peu plus tard. Enfin, les histoires, une autre particularité, c'est qu'il y a des histoires qui sont consacrées à parce qu'il y a plusieurs histoires écrites par Lippmann, il y a des histoires qui sont consacrées à un domaine de recherche. Par exemple, Kyo et Augustine est consacré à l'environnement, enfin, philosophie de la nature, Pixie, c'est philosophie du langage, Lisa, c'est l'éthique, Suki, c'est l'esthétique, Marx, c'est philosophie sociale et politique. Alors, on est loin que de la morale. Hein. Ça va bien au-delà de la morale. Très, très au-delà de la morale. Et puis, il y a des histoires parfois qui contiennent plusieurs pistes de recherche. Dans la découverte de Harry, par exemple, si on regarde les différents chapitres, tu as la philosophie de l'esprit, tu as la philosophie de l'art, tu as la philosophie de la religion, je ne l'ai pas indiqué ici, chapitre 13, tu as l'épistémologie, tu as la logique. J'arrête là, j'arrête, je sais que vous êtes épuisés, moi aussi, mais on est loin on est vraiment loin d'une philosophie axée essentiellement sur l'éthique ou le bonheur. Ça va bien au-delà de tout, de cet aspect qui est extrêmement important. Le vivre ensemble, évidemment, c'est très précieux. L'éthique, c'est extrêmement important, mais ce n'est qu'un aspect de la philosophie. La philosophie, c'est un ensemble de sous-disciplines qui sont toutes représentées dans les différents romans écrits par Lippmann. Et puis, puisqu'il s'agit de la formation de la pensée, il y a un développement progressif des habiletés de la pensée. On commence avec des habiletés relativement simples, la distinction. Puis on va vers la définition, puis on va vers le raisonnement logique, puis on va vers le raisonnement catégorique et hypothétique et tout. Alors, dans les différents romans, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a une complexification croissante qui s'opère en termes d'habileté de pensée, présentée dans les histoires, reprise dans les guides pédagogiques, qui font qu'on est vraiment en présence d'un programme de formation de la pensée et non pas un programme de formation de petits philosophes. C'est différent. Progression aussi selon 3 axes. Quand on regarde les choses, les romans, alors quand on regarde maternelle, première année, deuxième année, tout ça, là, enfin 5 ans jusqu'à 8 ans, on voit les enfants qui pratiquent les habiletés de la pensée. Ils sont entrés grâce aux romans et aux questions qui se posent et à un animateur qui est bien formé. La formation de l'animateur peut prendre des années en passant. Eh bien, on se retrouve avec une pratique des habiletés de la pensée, mais sans vraiment se préoccuper de savoir quelles sont les règles qui les gouvernent ou l'art de ces habiletés-là. C'est seulement au milieu, vers 10 ou 12 ans, que là apparaît une étude de l'art ou des règles de la pensée dans le fameux roman La découverte de Harry, puis une application de ces différents outils à différents champs de recherche en philosophie, l'éthique, l'esthétique et le politique ou le social. Les guides d'accompagnement, de leur côté, eux, ça renvoie à 4000 pages, mais bien plus que ça, en fait. Il faut aller jusqu'à 6000, même, je dirais. C'est 6000 pages de guides d'accompagnement qui atténuent quand on regarde les yeux comme ça, mais pas pour les mêmes raisons que tantôt. Alors, c'est plein de matériel. Je demandais à Matt, parce qu'il aimait bien être appelé ici, à Lippmann, je dis, tu travailles combien d'heures par semaine? Du bois. C'est 7 jours semaine, à raison de 10-12 heures par jour, à peu près. Avec sa collaboratrice Anne. Tout sauf équilibré, autrement dit. Mais il était passionné. Il était vraiment passionné. Il a écrit beaucoup. Ça, c'est à part les livres et les articles et tout ça. Là. Et les guides d'accompagnement, énormément de pages, qui accompagnent chacun des romans. Alors, chacun des romans est accompagné par un guide. Le roman a 20 pages, a 50 pages, le guide en a 600. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les guides? D'abord, leur rôle premier, c'est de combler partiellement le manque de culture philosophique de la part des gens qui font des philo avec les enfants. C'est pas tous des philosophes qui sont en train de... C'est pas parce qu'on a suivi la formation qu'on a tout ce qu'il faut encore. Alors, dans les guides, il y a vraiment ce qu'il faut pour venir combler le manque de formation.
Et puis ça permet de représenter différentes traditions philosophiques aussi dans les guides pédagogiques, sous forme de questions, toujours. Vous allez voir, si vous ouvrez les guides, il n'y a pas de réponse dans ces guides-là. Il n'y a que des questions. Bon, il y a des petits textes de présentation qui viennent dire, bon, si Kant a pensé telle chose à propos de la liberté, Descartes a pensé telle chose à propos de la liberté, hein? Mais c'est très court. Puis après ça, tout ce qu'on a, c'est vraiment toute une série de questions qui viennent mettre en route, qui opérationnalisent le questionnement autour de la question de la liberté, par exemple, ou de quel que soit le sujet qui est en jeu. Ça permet donc d'approfondir la pratique philosophique qui va se dérouler en classe. On est loin d'être en présence d'une démarche où il s'agit de dire aux enfants « faites la philosophie ». On est là pour les accompagner, pour les aider à devenir de plus en plus des êtres capables de penser par et pour eux-mêmes, et grâce à la philo, grâce à toute cette richesse qui vient de l'histoire de la philo du plan culturel, mais qui vient aussi des questions qui peuvent être posées, qui vont s'engager de plus en plus dans des actes cognitifs extrêmement complexes, très tôt. Et là, on est loin de Jean Piaget qui nous dit que les enfants ne sont pas capables. On est plutôt avec Vygotsky qui nous dit que les enfants sont capables si on les met dans un contexte où ils pensent ensemble et qu'ils sont mis au défi de penser avec un adulte qui est là pour les mettre au défi de penser. Ça ne se fait pas seul, une démarche comme celle-là. Alors, le contenu de ces guides d'accompagnement, ben, c'est des courts textes, comme je le disais, où est-ce qu'on présente diverses positions philosophiques par rapport à une thématique, des plans de discussion qui ont comme mandat de permettre aux enfants de conceptualiser, de définir, d'organiser l'information autour d'un sujet en particulier, et des exercices qui ont pour but de pratiquer des habiletés pour penser, différentes formes d'habiletés, il y en a des centaines et des centaines. C'est gigantesque, la pensée humaine. On commence à peine à comprendre ce que c'est. Alors, les guides d'accompagnement, les plans de discussion, ben, leur objectif, c'est de développer des capacités des enfants à conceptualiser, essentiellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En les outillant, je vais les lire ici, sous l'angle de critères, de raisons, d'arguments, de définitions, en leur posant toujours des questions qui vont leur donner l'occasion de donner des raisons, des critères, de donner des définitions. Ils sont conçus davantage sous l'angle de la construction du concept générique et universel, alors qu'on le verra pour les exercices, c'est davantage des cas particuliers. Un exemple là je passe ici, un exemple de plan de discussion, en voilà un qui porte sur, l'histoire. J'avais pas remarqué que j'avais choisi ça là-dessus. L'histoire. Est-ce que chaque chose a une histoire? Est-ce que votre pupitre a une histoire? Est-ce que votre école a une histoire? Est-ce que votre maison a une histoire? Est-ce que votre famille a une... Et ainsi de suite. Voilà un plan de discussion qu'on appelle cumulatif, où on voit que les questions forment une série dans laquelle chacune est construite à partir de celle qui la précède. Les plans de discussion dans les guides pédagogiques ont une structure, des structures particulières que les plans ont pris soin de mettre en évidence clairement. Ça, c'est un plan de discussion qui prend la forme cumulative, et les plans de discussion qui prennent la forme non cumulative aussi, où là, les questions forment une sorte de cercle, chacune permettant de mettre l'accent sur un angle différent qui est relié au sujet. Et là, dans ce cas-ci, ben, c'est sur la liberté. Je ne prendrai pas le temps de le lire, là, mais c'est pour vous dire qu'il y a différentes formes de plans de discussion. Les exercices, eux, ben, c'est vraiment donner l'occasion aux enfants de pratiquer des habiletés de la pensée, de devenir de plus en plus habiles à former leur jugement aussi. Ça s'articule autour de questions ou de problèmes qui sont plutôt individuels, de cas particuliers, mais c'est vraiment orienté par la formation du jugement, au point où Lippmann a mis sur pied, a fait un dessin un jour qui a appelé la roue du jugement, où on voit que dans les différents exercices qu'on trouve dans les guides d'accompagnement, ben, il y a des exercices qui touchent le jugement de singularité, pas le jugement de singularité, pardon, le jugement d'identité, ou le jugement de différence, ou le jugement de similarité, qui étaient pour lui des jugements génériques, fondamentaux, dont on a besoin pour faire toutes les autres formes de jugement. Et plus on avance dans les différents guides, plus on voit différents exercices qui portent sur la formation du jugement ou la formation du discernement, parce que peut-être que le mot jugement a une connotation ici qu'il n'a pas, d'ailleurs, au Québec, comme le mot débat n'a pas de connotation ici qu'il a au Québec. Mais le mot discernement, en tout cas, est un mot qui pourrait convenir dans ce cas-ci. En somme, je termine avec ça, Edwidge. Oui. En somme, les histoires et les guides sont des moyens en vue d'aider les enfants à faire la philosophie. Ça, c'est la première des choses.
En somme, faire de la philosophie est un moyen pour, en vue d'aider les enfants à produire de meilleurs jugements, être capable d'avoir des jugements plus nuancés, plus éclairés, avec lesquels on est capable de vivre. Produire de meilleurs jugements est un moyen en vue de mieux vivre ensemble. Plus le jugement est nuancé, plus le jugement est raisonnable, plus il y a de chances qu'on puisse vivre ensemble de manière harmonieuse. Et finalement, la fin n'est donc pas de faire des enfants de petits philosophes, mais des personnes plus raisonnables qui adoptent une manière de vivre propre à la démocratie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé extrêmement éclairant sur le matériel pédagogique et les ouvrages de Matthew Lipman. On a quelques minutes où on peut prendre des questions. Donc, voilà, tout de suite. Je vous en prie. On a un micro, si vous voulez. Oui, si fonctionne. Oui. Parce que je parlais fort. Sur les particularités de numéro 8, quand on lève le questionnement avec l'enfant, on leur dit ce que vous pensez de ce texte, mais au final, à la fin du questionnement de l'enfant, on va quand même lui donner une seule pensée. Enfin, le professeur va devoir construire au final son cours sur un seul mouvement, non? Non. Non, parce que, c'est une des... je dirais, c'est ce qui fait que certaines personnes n'osent même pas s'engager dans une démarche comme celle-là, parce qu'ils perdent le pouvoir. Ils perdent le contrôle. C'est-à-dire, ils perdent le contrôle de l'idée qu'il faut qu'il y ait telle chose qui soit passée à la fin du cours. Il faut absolument que ça soit vu, que ça soit entendu et compris par les enfants. Quand les enfants, au terme de la lecture, qui prend, disons, 5 minutes pour lire un chapitre, là, ou même une partie du chapitre, me pose la question, mais moi j'aimerais ça savoir pourquoi Pixie a dit que Pixie c'est pas son vrai nom. Parce qu'elle dit que Pixie c'est le nom qu'elle s'est donné elle-même, puis que son vrai nom c'est le nom que ses parents se sont donné. Pourquoi elle dit que Pixie c'est pas son vrai nom? Et que cette question est retenue, eh bien le prof s'engage dans cette investigation avec les enfants, même s'il avait préparé plein d'autres choses avant, grâce au guide d'accompagnement qui accompagne justement ce premier chapitre. Alors, il se pourrait très bien que ce qu'il avait préparé ou ce qu'elle avait préparé ne soit pas au menu. Et il n'est donc pas là, ou elle n'est pas là pour s'assurer que les enfants abordent tel ou tel aspect dans le cadre de ce cours. L'important, c'est moins le contenu, pour le prof, j'entends. L'important, c'est moins le contenu que le processus lui-même qui est en jeu derrière. C'est le processus de recherche qui est vraiment fondamental sur le plan éducatif. Le contenu compte, et pas étranger à cela, puisque les enfants sont en quête de sens, aiment donner du sens à leur expérience, qui est parfois très mystérieuse, même à l'âge de... peu importe l'âge, ok? Mais pour le prof, d'être préoccupé de voir comment les enfants pensent, d'être préoccupé de voir comment les définitions s'articulent, de voir comment les raisonnements se font, de les aider à mieux penser, à mieux chercher, c'est vraiment l'objectif central. Alors que ça passe par le fait qu'il y a un vrai nom, la liberté ou peu importe, c'est pas si grave. Mais parfois décevant. Parce que tu t'es préparé pour plein de choses, puis c'est pas là. Cette journée-là. Heureusement, il y a ce qu'on appelle des questions génériques d'animation qui sont valables pour quelle que soit l'animation. Et du coup, j'en ai pas parlé dans ma présentation parce qu'il n'y avait que 50 minutes aujourd'hui, mais c'est transférable dans toutes les matières, cette histoire-là. On n'est pas uniquement en train de faire de la philo en philo, point à la ligne. On peut en faire en français, on peut en faire en maths, on peut en faire dans toutes les matières. Parce que, rappelons-nous l'idée, Lippmann n'était pas là pour faire des enfants des petits philosophes, puis on va faire la philosophie, point à la ligne. Il est là pour les amener à penser de mieux en mieux par et pour eux-mêmes dans toutes les disciplines enseignées à l'école. En passant par la philo, comme instrument. Alors que Dewey, lui, qui était son prof, estimait que c'était la recherche, le monde de la recherche scientifique. La démarche scientifique qui permettait la formation de la pensée au mieux. Lippmann a ajouté le fait que la philo pouvait faire encore mieux que le processus de recherche scientifique parce que, à cause du contenu. À cause du contenu qui, lui, est un contenu flou.
comme disait un de mes collègues au Québec, c'est un contenu chevelu et non pas chauve. Et à cause de ce contenu chevelu et non pas chauve, ben, il y a plein de choses qui se passent là, qui font que quand tu te mets à parler de la liberté ou de l'amour ou de l'amitié ou de ce que tu voudras, il y a tellement de choses qui peuvent être dites autour de cela. Mais la démarche derrière, la formulation d'hypothèses, la formulation de questions, la recherche de contre-exemples, le raisonnement, la conceptualisation et tout ça, ça demeure la même. D'ailleurs, pour appuyer ce que tu dis, Michel, le titre de l'ouvrage phare de Matthew Lipman, c'est « À l'école de la pensée ». Voilà, à l'école de la pensée. Et son autobiographie, c'est une histoire d'un homme préoccupé par la pensée. C'est pas une histoire d'un homme préoccupé par la philosophie. C'est une histoire d'un homme préoccupé par la formation de la pensée. Et malheureusement, je dois ajouter, Edwidge, que je vais prendre les 30 prochaines minutes pour le dire. Non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dois ajouter qu'au Québec, mes cours, je les donne à des gens qui viennent des sciences de l'éducation, qui terminent leur formation. Et quand je leur parle de la formation de la pensée, ils ont les yeux grands comme ça. Ça fait 4 ans qu'on leur enseigne comment enseigner aux enfants, comment travailler avec les enfants, et je leur parle d'habileté pour penser. Et c'est quoi ça, des habiletés pour penser? Et quand ils terminent la première journée de cours, parce que ce sont des cours intensifs, ils disent souvent, elles disent souvent, parce qu'il y a beaucoup de femmes et peu d'hommes, elles disent souvent, ces personnes en tout cas, on va le mettre au générique, j'ai jamais autant réfléchi de ma vie. Dans un cours. D'autres questions? Je vous en prie. Il y en a une, et puis après on écoutera les 2 autres intervenantes et il y aura de nouveau un temps de questions. Mais allez-y madame, je vais vous demander la parole. Et il y avait juste à un moment donné, vous avez évoqué Piaget en disant « Ah, on est loin de Piaget ». Est-ce que vous pouvez développer pourquoi on est loin de Piaget? Oui, je ne pourrais pas développer, mais je pourrais au moins dire quelque chose, plusieurs choses, mais je vais m'en tenir à une dizaine seulement. Okay? Piaget, d'abord, quand Lippmann a écrit son premier roman, il a écrit à Piaget. La découverte de Harry, au moment où il a écrit à Piaget, et Piaget lui a répondu en lui disant « Si tu as raison, j'ai tort ». Et je pense que ce pourquoi Piaget pensait que si Lippmann avait raison, lui-même avait tort, c'est que Piaget met en scène des enfants en train de penser ensemble. Alors que pour Piaget, toutes ses recherches étaient axées beaucoup sur des enfants pris individuellement. Et quand on prend les enfants individuellement, ils vont à des étapes où, quand ils sont pris ensemble, ils vont beaucoup plus loin, en fait. Et c'est ça que Vygotsky a mis en évidence dans toutes ses recherches, ce philosophe russe, psychologue russe, mort trop tôt, à 35 ans, c'est que quand on met les enfants ensemble et qu'on les met au défi de penser, aidés d'un adulte qui les met au défi de penser, ils vont bien au-delà de ce à quoi on peut s'attendre d'eux si on se fie au stade de Piaget. Et donc, on peut très bien s'engager dans une démarche avec des enfants à l'âge de 4, 5 ou 6 ans, avec l'idée qu'on va travailler, qu'on va travailler, ça doit être un piagétien, ça c'est sûrement un piagétien. C'est Gwendal de Récré à Livre d'ailleurs. C'est très bien que je vais te présenter, Gwendal. Voilà. Il se fait très discret. Donc, Vygotsky a mis en évidence le fait que les enfants, très tôt, pouvaient être des penseurs abstraits. Et une autre chose que Vygotsky aussi a mis en évidence assez clairement, mais j'arrête là après, c'est que le jeu se construit à partir du nous, et non pas l'inverse. Le nous à partir du jeu. La dimension sociale est extrêmement importante dans une démarche comme celle-ci, autrement dit.